Bienvenue chez Women, le podcast sans filtre qui s'intéresse au sujet de la femme, du sport à la santé pelvienne, en passant par des sujets souvent méconnus et parfois tabous. Au micro, Laura, Lise, kiné spécialisée dans le sport, mais aussi dans la santé pelvienne de la femme. Ici, dans ce podcast, on va échanger ensemble, on va clarifier, vulgariser, casser des mythes autour des spécificités de la femme. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, avec Laura, on reçoit Julie Bonjour. Cantournet. Hello Julie. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais, la pratique que tu as pour nos auditrices? D'accord. Alors moi je suis Julie Cantournet, je suis masseur kinésithérapeute, donc comme vous, et j'ai la spécificité pour donner les bons mots en pelvipérinéologie, donc c'est un peu mon expertise dans le domaine. Je travaille sur Massy. Avec 5 autres collègues et je fais exclusivement de la santé féminine, principalement de la périnéo, de l'abdologie et du suivi de femmes enceintes. Voilà. Ok. Pour ma description, si accessoirement je fais aussi quand même pas mal de formations pro Ouais, j'allais dire. dans le domaine toujours de la pelvipérinéo, de la santé féminine. Plus largement, j'accompagne les professionnels de santé à se développer dans les connaissances et puis à se développer aussi professionnellement directement. Très chouette. De toute façon, vous allez voir, on va préciser au fur et à mesure toutes les skills de Julie au fur et à mesure de cet épisode. Aujourd'hui, on va parler prolapsus. Ça, c'est ton sujet. C'est mon dada. Favori. Très bizarre. Mais... Chacun ses dada. Chacun ses dada. Nous, c'est les collectionne des fuites. timbres. D'autres, ils ont des dadas de prolapsus. Du coup, on se posait la question et on se demandait comment t'en es arrivée au sujet du prolapsus. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es spécialisée dans ces prises en charge-là? Alors c'est un parcours de vie personnel qui m'a amené à ça. Je vis cette problématique. En fait, on n'en sort pas complètement, même si aujourd'hui ça n'est absolument pas une gêne pour moi. Ça l'a été après mon premier accouchement. Et en fait, j'ai vécu l'errance thérapeutique sur ce sujet. Et ça a été assez traumatisant pour moi de pas être entendue. Encore une fois, je dis entendue, pas écoutée, mais même ne serait-ce qu'entendue. Et on m'a pas proposé de solution concrète. Moi, je venais du milieu très fonctionnel. Je travaillais dans un centre de rééducation avec beaucoup de rééducateurs, des psychomotes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des enseignants d'activité physique adaptée, où en fait, on avait des grosses problématiques, des polytraumatismes, de la neuro, où en fait, l'objectif, c'était pas de l'analytique, c'était vraiment la fonction. Et en fait, les rééducations qu'on m'a proposées n'étaient pas en adéquation avec ce que j'entendais par le terme de rééducation. Et puis surtout, ça ne me traitait pas, ça ne changeait rien à ma problématique. Je suis un peu têtue. Comme j'avais la chance d'avoir déjà le diplôme de kinésithérapeute, je n'étais pas du tout formée en pelvipérinéologie. Loin de là, c'était même pas un objectif pour moi. Mais j'avais envie de me soigner, donc j'ai fait des recherches, pas mal de recherches en France et ailleurs. Et puis je suis tombée dedans. Voilà. Et puis donc le prolapsus, c'est pour moi en fait quelque chose de trop tabou. Il y a beaucoup trop d'errance thérapeutique, il y a beaucoup trop de méconnaissance du sujet de la part des patientes, mais surtout des professionnels de santé, ce qui fait cette errance thérapeutique, alors que ça touche alors la Haute Autorité de Santé a gardé ce chiffre qui n'est pas tout à fait vrai, mais bon, il est parlant d'une femme sur deux qui est concernée par le prolapsus. C'est énorme. C'est énorme, mais en vrai c'est pas vrai, c'est plutôt 80%, mais on va dire une femme sur deux. Donc il y a un vrai sujet, et voilà, et j'ai voulu un peu pour parler de ce sujet-là, parce que il y avait une place dans ce domaine-là, tout simplement. Et avant qu'on rentre un petit peu plus dans les détails, comment tu pourrais définir déjà tout simplement ce qu'est un prolapsus ? En fait, le prolapsus, c'est vraiment une descente anormale des organes pelviens. Ça, c'est la vraie définition qu'on a. Donc, ça peut être la vessie, l'utérus ou le rectum. Et puis après, plus spécifiquement, l'urètre, le vagin, un peu des intestins, le cul-de-sac de Douglas. Ou, bref, on a d'autres petites choses qui peuvent descendre.
Mais le terme anormal pour moi ne veut rien dire parce qu'en fait c'est presque physiologique. C'est pour ça que je dis une femme sur deux c'est rien et en fait à l'imagerie on est plutôt à 80%. Parce que comme en fait on a les seins qui tombent, en fait on a les organes pelviens qui tombent, c'est la gravité, c'est normal. Maintenant il ne faut pas que ça soit gênant, il ne faut pas que ça soit trop important. Donc il y a des choses à faire pour que ça ne le devienne pas ou pour que ça diminue. Faut pas qu'il y ait de symptômes. Mais après, voilà. Comme tu l'expliquais, c'est un peu comme les rides. En vieillissant, petit à petit, Exactement. les tissus, Voilà, le visage ils nous soutiennent moins. Exactement. C'est exactement la même chose. Et puis on n'est pas toutes égales. En fait, il y a des femmes qui vont avoir... moi, je vois ma belle-mère qui est une femme absolument magnifique. Elle n'a pas une ride. Et il y a des femmes au même âge, elles sont très marquées. Parce qu'il y a la qualité de vie derrière, il y a ce qu'on en a fait, puis il y a la qualité génétique, tout simplement, la qualité tissulaire qui joue. Et voilà, il y a plein de facteurs qui jouent. Et donc voilà. Donc, finalement, une descente d'organes, c'est presque physiologique dans la mesure du raisonnable. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a eu aussi une discussion en disant que le grade 1, en fait, c'était potentiellement normal et qu'en fait, parfois, le diagnostic peut être alarmant en disant, voilà, j'ai un diagnostic de grade 1 et en fait... C'est un vrai choc pour les patients. C'est un vrai choc pour les patients. Pour remettre un petit peu de contexte, en fait, on peut faire des grades au niveau du prolapsus quand on est diagnostiqué. Et donc, en fonction du grade, il est plus ou moins important. Il y a 4 stades, effectivement. Et en fait, ça va être justement le niveau auquel descend l'organe concerné. Donc, il y a à la fois dans le diagnostic, il y a le grade et l'organe concerné. Donc, ça peut être plusieurs organes concernés avec du coup plusieurs grades différents possibles. Et donc, ça va de 1, où c'est légèrement affaissé, où ça bouge un petit peu plus qu'une femme qui n'a pas accouché jeune, voilà, et à complètement extériorisé avec vraiment la muqueuse vaginale qui est retournée avec l'organe dedans. Tout ça pour dire que c'est aussi hyper important de faire une bonne évaluation et de prendre aussi avec des pincettes, bien l'interpréter quand tu dis normal ou anormal. Finalement, le grade 1, si jamais c'est un diagnostic qui a pu être entendu par certaines, en fait, c'est peut-être une mobilité normale de nos tissus. Ça peut être juste peut-être vu plutôt comme un signal d'alerte en disant peut-être qu'il y a des choses dans la vie de tous les jours qui génèrent trop de pression et que le corps n'arrive pas à s'adapter à cette surpression et auquel cas il faut le travailler. C'est souvent une constipation, une mauvaise gestion des pressions abdominales qui fait ça. Pour toi, c'est déjà les femmes qui ont un prolapsus, comment elles peuvent s'en rendre compte et qu'est-ce qu'elles doivent faire? Et quels sont après, dans un second temps, les facteurs pour toi qui influenceraient justement ce prolapsus? Alors, il y a différents moyens de s'en rendre compte. Alors, ça peut être une consultation gynéco classique chez le gynécologue ou la sage-femme, même si je trouve qu'ils vont rarement évaluer ça et en fait, ils le sous-estiment. En fait, voilà. Alors que, encore une fois, pour moi, c'est plutôt un signe. C'est pas grave. Stade 1, on l'a dit, c'est physiologique, mais ça peut être simplement une petite alerte pour dire est-ce que ce serait pas intéressant de faire un petit bilan pour savoir si au niveau de la gestion des pressions, c'est ok pour éviter que ça n'évolue en fait. C'est ça l'objectif, pour que ça n'évolue pas trop et trop vite, pour pas être gêné. Mais ça, c'est rare. C'est très, très rare. Souvent, c'est quand c'est plus évolué, plutôt sur un stade 2, 3, où là, la patiente, elle va ressentir une gêne. Vraiment, le signe du prolapsus, c'est la sensation d'un corps étranger dans le vagin. Souvent, on va dire une boule dans le vagin, un tampon mal placé. Ça, c'est ça. Faut pas confondre avec un diagnostic différentiel qui est sensation de pesanteur. Moi, je trouve qu'on dit à tort la pesanteur, et souvent la pesanteur, c'est plutôt une congestion pelvienne. On peut avoir les deux, ceci dit, hein, y a pas de... on peut, voilà, mais c'est vraiment un autre diagnostic et c'est un autre traitement. Donc, attention au terme pesanteur, c'est pour moi pas le truc évocateur d'un prolapsus, c'est vraiment une sensation d'un corps étranger. Il y en a qui sentent en s'essuyant ou en se lavant qu'il y a un truc pas normal. Alors, après, boule en général. Souvent une boule. Après, ça peut être confondu simplement avec une béance. En fait, il y a un trou, donc la paroi vaginale, elle est refermée à l'intérieur, donc il y a quelque chose, mais c'est juste la paroi vaginale. En quel cas, c'est pas du tout une descente d'organes, c'est juste une béance, c'est-à-dire que la vulve, normalement, elle est fermée. Et en fait, des fois, souvent après un accouchement, en fait, elle est ouverte, donc on sent qu'il y a quelque chose, mais c'est normal, c'est le vagin qui est fermé à l'intérieur, quoi, tout simplement.
Donc voilà, il y a des petites Différenciations. voilà, des petites différenciations. Et des fois, en fait, les patientes, elles pensent avoir un prolapsus et du coup, elles sont catastrophées. Ouais. Alors qu'en fait, non, c'est pas, ou c'est un stade 1, mais qui est pas symptomatologique, c'est une béance, une congestion pelvienne. Auquel cas, voilà, faut amener le bon traitement, mais pour ça, il faut avoir le bon diagnostic. Totalement. Et pour toi, du coup, qu'est-ce qui pourrait engendrer un prolapsus? Alors, c'est pas pour moi, si on va vraiment Oui. aller sur ce qui est de la littérature pour le coup, il y a un très bon document qui a été fait par la Haute Autorité de Santé avec vraiment des documents accessibles aux patientes, pour le coup, qui est vraiment bien expliqué. Alors, les facteurs principaux, déjà il y a la génétique. Effectivement, si votre maman, votre grand-mère a eu un prolapsus, vous êtes de fait un petit peu plus à risque. Encore une fois, c'est des risques, ça ne veut pas dire que et avoir un prolapsus, loin de là. Il y a la constipation. Ça, la constipation, c'est une catastrophe. Donc, c'est vraiment, moi, je dis souvent en formation, la première chose à faire, c'est pas de rééduquer le périnée, c'est de travailler sur la constipation. Ça, on est d'accord. C'est primordial. Donc, petit rappel, pourquoi? Parce que quand vous êtes aux toilettes, vous poussez pour évacuer les selles et du coup, vous générez des fortes pressions sur le périnée. Voilà. En fait, on pousse les organes vers la sortie. C'est ça. Voilà, à chaque fois. Alors, il y avait, moi j'avais été à une conférence il y a déjà quelques années, il y avait un gynécologue, alors je n'ai jamais retrouvé scientifiquement ce qu'il a dit, ça m'avait vraiment choquée, mais alors je ne sais pas la valeur scientifique que ça a, parce que je ne l'ai pas retrouvé dans la littérature, donc je mets quand même des pincettes, mais ça m'a choquée. Il disait que 50 selles avec poussée équivalait à un accouchement physiologique. Face au prolapsus. Donc c'est énorme. C'est énorme, pour une patiente constipée. Donc il faut toujours aller voir ça. J'invite vraiment à vraiment travailler là-dessus, comprendre pourquoi il y a une constipation. Alors ça peut être un manque d'hydratation, ça peut être une mauvaise alimentation, ça peut être une méconnaissance de mécanismes anorectal, ou bien ça peut être une dysynergie anorectale. Donc en fait, la patiente, au lieu de relâcher son sphincter anal, donc pour ouvrir la porte, tout simplement, quand elle est à la selle, elle va garder fermée. Et du coup, il va falloir vraiment pousser pour être plus fort que le sphincter. Donc là, c'est catastrophique parce que, en plus de pousser les organes, elle pousse sur son sphincter qu'elle met en difficulté. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et en fait, il y en a souvent des patients qui ont des dysynergies anorectales. Donc il ne faut pas passer à côté de ça dans la prise en charge. Donc vraiment, s'il y a des difficultés à la selle, si surtout la patiente n'a pas des selles très dures, et pourtant elle a du mal, elle a besoin de pousser pour aller à la selle, il faut comprendre pourquoi, et ça peut être ça, il ne faut pas passer à côté de ça dans le diagnostic, ça c'est hyper important. Donc, les accouchements, plus on a eu d'accouchements, plus on a un risque, plus l'accouchement est traumatique, plus on a de risque, donc tout ce qui est forceps, épisio, et du coup, je crois qu'on va en parler un petit peu plus, mais tout ce qui est avulsion des releveurs, c'est une catastrophe aussi, ça, pour la statique pelvienne, c'est des risques supplémentaires, et donc plus on a accouché, plus on a de risques supplémentaires par rapport à ça. Est-ce que la toux rentre dedans? Ouais, tout ce qui est toux chronique, donc tout ce qui est toux chronique et pathologie respiratoire. Tout ce qui est pathologie respiratoire, c'est vraiment un vrai sujet. Et moi, là, je suis en train vraiment de prendre le sujet à cœur parce que je pense que je ne suis pas du tout spécialisée en kiné-respi. Et je pense qu'on a vraiment une alliance à créer sur ce sujet-là, de la prise en charge des troubles respiratoires et des troubles du caisson abdominal. Je veux même plus loin, c'est vraiment le caisson abdominal, savoir l'employer correctement. Parce que souvent, en fait, nous, on ne travaille pas du tout la respi, on ne sait pas du tout le faire. Et souvent, ceux qui s'occupent de la respi, ils ne travaillent pas la compétence abdominale et périnéale comme il faut. Donc, c'est dommage, on a deux compétences, il faut les lier. Donc, voilà, ça, c'est aussi un truc à faire et à poser. Tout ce qui est aussi profession à charge, par exemple les aides-soignantes qui vont porter en gériatrie, typiquement, c'est pas ouf. La sédentarité, c'est pas ouf. Les sportifs de haut niveau, c'est pas très clair. C'est-à-dire qu'on va avoir des sports, oui, et c'est souvent par exemple l'haltérophilie, où là, avec des pressions de Valsalva inadaptées, des choses comme ça, là, oui, et on le retrouve d'ailleurs chez des hommes, mais là, du coup, ce sera des descentes au niveau anal. Mais tout ce qui est course à pied,
autres sports qui peuvent avoir des conséquences, par exemple sur les fuites urinaires, en ont réellement un peu moins sur le prolapsus, voire même elles seraient plus préservées que celles qui n'en font pas. Mais bien sûr, si elles ont des facteurs de risque génétiques et c'est l'association enfin de voilà, plusieurs c'est une facteurs. action, voilà. Mais en réalité, pour moi, l'activité physique n'est clairement pas un facteur de risque. Ouais, c'est Ouais, important de Ça le va être rappeler. juste vraiment dans des grosses compétitions et C'est dans ça. certains sports, surtout port de charge. Et Voilà. ça revient à ce que tu disais par rapport à la gestion des pressions, par rapport au métier des aides-soignantes qui vont avoir de la manutention, mais est-ce qu'elles Elles sont sont pas capables adaptées. de... Voilà. Est-ce qu'elles savent ou est-ce qu'elles Voilà. sont éveillées à comment gérer les pressions? Ça rejoint ce que tu disais sur le caisson, donc on va résumer ça au tronc, Ouais. et à l'importance de la respiration. Imaginons, elles vont faire une apnée, quand elles vont bouger un Voilà. patient, ça va rajouter beaucoup de pression Puis elles vont pousser intra-abdominale. dans le ventre pour aller chercher de la stabilité sur le Exactement. colonne vertébrale, c'est pas du tout ok. Que la sportive, elle est... Un peu plus éveillée. Oui, et puis elle est beaucoup plus sensibilisée. adaptée en fait. Tout à Elle fait. adapte beaucoup plus son système à la Mais charge. finalement, ça peut quand même aussi être les mêmes mécanismes, qu'elle ait du mal à gérer la pression intra-abdominale et Voilà, que ça sur les rajoute sports de charge, Voilà. effectivement. sur Mais c'est c'est vrai moins que- sur les sports d'impact. Ouais. Parce que c'est vrai que Contrairement aux les aides-soignantes, souvent, elles sont malheureusement pas adaptées physiquement. C'est-à-dire qu'elles C'est lèvent ça. des fois 60, 70 kilos, qu'elles déplacent. qu'elles n'ont pas les Et- capacités Elles- physiques elles ont pas les de... capacités physiques Oui, de puis les encore, encaisser. Oui. c'est pas tout à fait pareil. Puis Ouais. Totalement. elles sont pas du tout... Enfin, c'est une catastrophe. Alors, on apprend... dans un autre temps, j'ai été formatrice geste et posture. Ça, il y a longtemps. Hein. Et en fait, c'est pareil, c'est un truc que... Alors moi, je me suis formée en geste et posture. C'était apprendre à bien porter. Et puis là aussi, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. On peut pas apprendre à bien porter. Ça n'a aucun sens, en fait. Il faut apprendre à ne pas porter. Et en fait, je me suis vite tournée vers justement de la manutention par le patient. Parce que j'ai travaillé dans un centre de rééducation justement polyvalent, etc. Et donc, il fallait aider ces aides-soignantes. Et donc, Ouais. soit par des robots mécanisés ou en fait apprendre à utiliser les compétences du patient. Et souvent, les aides-soignantes, les infirmières en tout cas, n'ont pas le temps d'utiliser les compétences du patient, mais en fait, il faut leur apprendre à prendre le temps pour ça. Et que souvent, en fait, les patients, ils sont plus capables, et c'est quelque chose qu'on se rendait vachement compte. Nous, en plateau technique, on leur faisait faire plein de choses, et elles me disaient, mais en chambre, ils font rien, quoi, on les porte. Ah bah non, il y a un problème. Donc, il y a vraiment... bref, il y a plein de travail à faire là-dessus, mais du coup, pour revenir à notre sujet, c'est voilà, le port de charge est pas optimal. Encore une fois, il faut savoir le faire correctement pour que ça se passe bien. Ça fait partie de notre travail. Pour apprendre à gérer les pressions. Mais ouais, carrément, parce qu'on allait venir un petit peu à qu'est-ce qu'il faut faire, comment on rééduque un prolapsus, quelles sont les prises en charge recommandées. Mais je pense qu'on est toutes les trois d'accord sur le fait de dire que avant d'aller dans la rééducation, vraiment à proprement parler de la mécanique du rôle de kiné, il y a aussi tout cet aspect éducation thérapeutique, d'aller parler de la gestion des pressions, de la constipation. Ça, c'est vraiment quelque chose, on n'a peut-être pas forcément assez cette notion-là. Ouais. Tu accorderais quelle part dans ta rééducation? Alors, par exemple, le traitement de la constipation, c'est 50% primordial. du travail. Je veux dire, en fait, il faut trouver l'origine du problème. On est bien Je veux d'accord. dire, si on ne traite pas l'origine du problème, je veux dire, on met un pansement sur une jambe de bois, ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas efficace. Donc, il faut d'abord travailler sur l'origine du problème. Donc, effectivement, la constipation, la gestion des pressions. Quand c'est l'aspect génétique, on peut rien faire forcément, mais il y a quand même pas mal de choses à faire en amont. Encore une fois, ça sert à rien d'interdire pour interdire. Enfin, je veux dire, on en a parlé en off, pas porter plus de 4 kilos, c'est une aberration. Oui, parce que c'est vrai que vous êtes peut-être touché par un prolapsus et on entend beaucoup, même de professionnels de santé qui Faut plus porter. Voilà, Faut c'est plus ça, porter, qui ouais. déconseillent de Faut plus courir, faut porter, plus porter. tout ce qui peut en fait Faut plus vivre. Voilà, mettre Plus des rien. contraintes sur le plancher pelvien. Donc c'est-à-dire beaucoup de choses dès qu'on est debout. Voilà. Et ça, c'est pas du tout ok parce que, comme je l'ai dit, en fait, l'activité physique est plutôt protecteur. Exactement. Donc, en fait, c'est tout l'inverse. Maintenant, il faut pas le faire n'importe comment. C'est pour ça que c'est intéressant d'être accompagné, qu'il faut apprendre à gérer ses pressions, comment stabiliser notre colonne vertébrale sans pousser. Donc, tout ça, c'est vraiment de la technicité kiné, à proprement parler. Et donc, c'est vraiment là, aller traiter l'origine du problème.
Après, il va falloir aussi renforcer le périnée. Ça, on l'a montré, hein, que quoi qu'il arrive, même le renforcement analytique spécifique du périnée, c'est ce qui a fait ses preuves dans énormément de papiers. On retrouve juste spécifiquement, même pas en fonctionnel, même si on peut le travailler en fonctionnel, c'est encore mieux. Mais voilà, le renforcement du périnée est utile là-dessus, la gestion des pressions, et puis après, c'est tout remettre dans la fonction et la réadaptation progressive aux activités de la vie quotidienne de la patiente. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes objectifs si c'est une patiente qui est secrétaire et qui fait 2 cours de yoga dans la semaine, que si c'est une kiné qui fait du crossfit. Enfin, on va pas avoir les mêmes objectifs, on va pas avoir la même rééducation et on va adapter en fonction de son projet et on va réathlétiser aussi à ce moment-là la patiente à son activité physique propre. Okay. Et toi, par exemple, justement, même par rapport à ton expérience, qu'est-ce que on pourrait conseiller à des patientes? Pour toi, c'est quoi l'errance thérapeutique? Qu'est-ce qui n'est pas un bon traitement pour toi par rapport à qu'est-ce qui est préconisé? En fait, déjà, c'est ne pas entendre la problématique. Ça, c'est quand on dit je sens que j'ai une boule dans le vagin. Ouais, mais c'est pas grave, c'est rien. Oui, en fait, oui, c'est pas grave, on l'a dit que ça touchait beaucoup de femmes, que c'était pas grave. Ok, mais c'est pas entendre sa patiente, ça. C'est pas ok. C'est un bon bilan avec des questions personnalisées, une prise en compte, c'est rechercher l'origine du problème. Si effectivement tout de suite on part sur du renforcement musculaire du périnée à base de biofeedback d'extrocym ou de Kegel et c'est tout, encore mieux la chaise. C'est pas ok. Alors, c'est un début, ça peut aider. Mais ce ne sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant, c'est clairement pas, c'est clairement pas suffisant. Donc il faut d'abord avoir vraiment surtout l'aspect hygiéno-diététique aussi. C'est vraiment pris dans la globalité, regarder la posture, un truc tout bête, mais la position des pieds, c'est hyper important, parce qu'un pied plat, ça centralise les contraintes sur la fente vulvaire. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui font que un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui va vraiment vous regarder debout en entier, vous écouter aussi sur comment vous vivez en fait, qu'est-ce que vous faites dans la vie de votre profession à votre activité physique, si vous avez des enfants, comment s'est passé votre accouchement, voilà, d'aller vraiment chercher tous les détails. Et puis après, dans la rééducation, ça va être vraiment une prise en charge là aussi globale, à la fois de la sangle abdominale, de la posture, et pourquoi pas de l'alimentation en réorientant, parce qu'on n'est pas forcément formé pour ça, et aussi le périnée dans la fonction, quoi. Enfin, voilà, faire 10 séances allongées sur une table, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Ça nous parle bien, la prise en charge globale, là, je pense qu'on se rejoint toutes là-dessus. Quand on parle prolapsus, souvent dans le traitement, on parle souvent des PCR. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur qu'est-ce que les PCR, à quel moment c'est pertinent d'en placer, enfin, juste pour qu'on soit un peu plus éveillé sur le sujet si jamais il y a des problématiques. Alors, le PCR, c'est un petit dispositif en silicone. Alors, on a plein de formes différentes et plein de tailles différentes. Donc, c'est là la complexité de l'outil. Donc, c'est un petit dispositif qu'on va mettre dans le vagin et son rôle, il est double. Le premier, ça va être vraiment de tenir, on va dire, les organes. Et le deuxième, c'est ce rôle proprioceptif pour éviter de pousser. Et d'avoir aussi un petit effet sur le périnée pour le renforcer. Donc c'est hyper intéressant. Ça concerne tous les âges. C'est pas du tout un outil pour les personnes âgées inopérables, même si c'est un très bon outil pour ça. Ça peut être un outil pour les patientes beaucoup plus jeunes qui ont des troubles de la statique, voire même en prévention, c'est tout le débat qu'on avait eu en off. Ça doit être mis au cas par cas. Le modèle doit être bien sélectionné, parce qu'encore une fois, il y a plusieurs formes différentes qui va dépendre aussi de notre anatomie propre, notre vie aussi, est-ce qu'on veut l'enlever tous les jours, est-ce qu'on veut le mettre que pour notre activité physique ou est-ce qu'on veut le laisser à demeure. Ça va dépendre aussi de quel organe est concerné par la descente, ça va dépendre aussi de la position de notre utérus, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc c'est encore une fois très très important de faire un vrai essai PCR. Donc un essai PCR, c'est quoi ? C'est un entretien avec un kiné où il va y avoir une anamnèse pour
voir comment on vit, pour comprendre comment on vit, donc notre besoin. Va y avoir une évaluation de la dextérité, va y avoir une évaluation clinique du périnée, une évaluation du prolapsus, et après on va essayer d'épaissir. Donc des fois ça va être plusieurs modèles, plusieurs tailles, des fois c'est en one shot quand le thérapeute il est très fort. Ça m'arrive des fois, mais malgré mon expérience, je fais quand même souvent essayer au moins 2 PCR. Mais du coup voilà, donc on essaye, on teste, donc on positionne, après on se met debout, on saute, on tousse, on va faire pipi, on donc bouge en du fait. fonctionnel pour voir si ça Ah ne gêne pas. pour voir si ça descend, pour voir si c'est ok, donc on saute, alors après au cas par cas, la petite mamie je vais peut-être moins la faire sauter que la coureuse, des fois je sors le tapis de marche et je fais courir sur le tapis de marche pour mettre en situation réelle entre guillemets le PCR, et après j'apprends à la patiente à le mettre et à l'enlever. Et après je fais la prescription médicale. Et tu disais tout à l'heure que pour savoir qu'il est bien placé, qu'il est bien adapté, finalement il ne faut plus le sentir. Exactement, c'est un peu comme un tampon, c'est-à-dire qu'un tampon, quand on va bien avec son tampon, alors il y a des femmes qui ont un peu plus de mal, mais normalement un tampon on l'oublie, c'est-à-dire que si on se scanne, on sait qu'il est là. Mais sinon, c'est pas une charge mentale, quoi. On n'est pas censé sentir. Et le PCR, c'est exactement pareil. On doit avoir à peu près la même sensation. Si on se scanne, on sait qu'on a quelque chose dans le vagin, parce qu'il y a quelque chose dans le vagin, hein, mais sinon, on l'oublie, quoi. Et c'est vraiment l'objectif final du PCR. Et tu as parlé de rappel proprioceptif. On parlait aussi tout à l'heure en off de l'aspect prévention du PCR. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce côté proprioceptif ? Et en fait, d'avoir quelque chose dans le vagin, en fait, on a beaucoup moins envie de pousser parce qu'on n'a pas envie de le sortir. C'est encore une fois, comme quand on a un tampon, on a moins tendance à pousser parce que pour envie qu'il se barre. Ouais. Donc du coup, ça fait cet effet, donc ce qu'on appelle proprioceptif, de sensation, et du coup ça limite, donc ça aide dans l'apprentissage de la gestion des pressions. Ça fait un petit poids sur le périnée. Alors il y a beaucoup de penseurs, alors on est beaucoup de femmes dans ce milieu-là, mais on va dire de confrères, parce qu'il y a quand même des hommes, on va essayer de pas les oublier, mais qui pensent que c'est comme une ceinture lombaire, ça travaille à la place du muscle. Mais juste, je rappelle qu'en fait, le PCR, il est sur le périnée, donc il travaille pas à la place vu qu'il est sur le périnée. Donc il n'y a pas de débat là-dessus, et en fait, il y a des brins d'études, je dis pas parce qu'elles sont pas très solides pour l'instant, mais c'est parce que ça va venir en fait, il y en a pas encore en fait, hein. C'est pas qu'on a prouvé que ça marchait pas, c'est qu'en fait on n'a pas encore tout prouvé là-dessus, mais il y a des brins d'études qui montreraient que en fait ça améliore, de porter régulièrement un PCR améliore le prolapsus. Donc c'est quand même ça peut être un c'est plus que palliatif, en fait c'est presque c'est un traitement, donc c'est un game changer aujourd'hui, hein. Ça on n'en avait pas conscience il y a 2 ans, donc c'est quand même énorme ça comme notion. Alors, je prends quand même un petit peu du recul parce que voilà, soyons très honnêtes, c'est pas encore tout à fait totalement prouvé, mais il y a quand même des études, il y en a 2 qui tendent à ça. Donc, et pour les effets secondaires négatifs, en fait, il y en a très peu. Ils sont plutôt assez bien gérés. Alors souvent, c'est de l'érosion, mais c'est plus chez des femmes qui sont ménopausées, qui ont des sécheresses vaginales. Donc là, effectivement, ça peut créer des érosions. On peut avoir des pertes blanches plus importantes. Très rarement des infections supplémentaires, mais c'est quand il y a d'autres problématiques associées, hein. Mais ça s'arrête à peu près là. Puis sinon, l'effet secondaire, c'est juste que de ne pas trouver le bon modèle. Il y a des anatomies, en fait, où ça ne marche pas, quoi, tout simplement. Ça, c'est vraiment très très important de s'entourer de quelqu'un de qualifié pour pouvoir trouver le bon PCR adapté. Il faut que la personne elle ait quand même plusieurs modèles avec plusieurs tailles différentes pour trouver le bon modèle. Parce qu'effectivement, si on essaie il n'y a que des anneaux, ou si j'ai beaucoup... Alors, voilà, comme c'est un peu ma spécialité, j'ai quand même pas mal de patientes qui viennent pour des essais PCR, et j'en ai rarement qui viennent sans aucun PCR. C'est-à-dire qu'elles viennent, elles ont déjà un PCR.
qui est pas adapté. C'est le gynéco la plupart du temps, hein, sans faire une généralité, comme souvent les gynécos, qui ont fait un examen clinique. Ah bah il vous faut ça. Ah vous avez déjà couché, bon il vous faut ce modèle. Et en fait, c'est pas adapté pour moi je suis avec l'expérience que j'ai et moi j'en fais. Enfin, pour l'absus, je fais que ça, qu'un gynéco pas du tout. Je fais rarement du one shot. Donc voilà, ils ont plus d'années d'études que moi, certes, mais ça ne marche pas en one shot. En fait, on a toutes les chances du monde de se planter. Et du coup, en fait, ça, pour moi, c'est contre-productif. Du coup, la patiente, elle se dit, bah, du coup, c'est pas fait pour moi. J'ai essayé, ça marche pas. Ouais. Et pas franchement, celles adapté. qui viennent me voir, franchement, je les trouve hyper courageuses parce qu'elles lâchent pas, quoi. Ouais. Elles disent non, mais il y a vraiment une solution, je vais trouver ma solution et elles lâchent pas. Et je trouve que c'est hyper courageux parce qu'il y en a plein, j'en suis sûre, qui viennent pas jusqu'à moi, mais en se disant, bah, c'est bon, j'ai essayé, ça fonctionne pas, je vais me faire opérer. Alors que les taux de réussite sont les mêmes que l'opération. Ouais, ça revient à ce que tu disais au début sur l'écoute aussi. Finalement, elles n'ont pas été assez entendues et du coup, pas forcément assez bien. C'est de l'errance encore. Ouais, totalement. C'est ça. Et puis, on le disait tout à l'heure, le PCR, c'est vraiment un outil, mais il y a le traitement aussi à côté. Oui, ça n'empêche pas. Ah oui, ça sert à rien de mettre un PCR si on reste constipé, si on reste à pousser. Enfin, je veux dire, c'est pas à la place, c'est en parallèle en fait. C'est un outil. Encore une fois, c'est un outil et ça n'empêche pas l'opération. Si la patiente elle veut se faire opérer, c'est complètement ok. Mais en fait, il faut que ce soit dans un consentement éclairé. Et un vrai consentement éclairé, c'est de connaître toutes ces options. Elle peut choisir de ne pas vouloir mettre un PCR parce que ça la rebute, parce que c'est pas ok pour elle de mettre quelque chose dans le vagin. C'est complètement ok. Moi, ça me pose pas de problème. Et auquel cas, elle choisira l'opération. Mais la plupart du temps, en fait, on leur a pas proposé le PCR. Et je trouve que c'est dommage. Alors qu'on en parle de plus en plus. Là, depuis janvier, c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est quand même un énorme progrès. Dans une ère où la sécurité sociale a plutôt tendance à dérembourser des actes, d'avoir gagné le remboursement du PCR. Je pense que la Sécu, elle est gagnante parce que ça coûte quand même moins cher de positionner un PCR que de faire une intervention. Mais bon, voilà, il y a des femmes qui se sont battues pour ça et on peut que les en remercier parce que c'est vraiment un outil qui peut changer la vie de patiente. Moi, j'ai des patientes, mais elles me remercient tellement, mais ça m'a changé la vie ce truc-là. Donc, ça améliore vraiment la qualité de vie. Il y en a pour qui non. Voilà, c'est ça. Il y a 70%, c'est 70% de réussite. C'est énorme, 70%, quoi. Et vraiment, ça, c'est... Moi, le retour que j'ai de patiente, mais... c'est la cerise sur le gâteau de notre métier, d'avoir la patiente qui revient et qui vous dit derrière mais Julie, mais merci, mais ça m'a changé la vie, mais je revis grâce à vous. On se rend pas compte, c'est un handicap qui n'est pas visible. C'est ça. Mais en fait, les femmes qui ont des prolapsus toute la journée, sentir une boule dans le vagin, puis avoir peur de faire des choses, que ça s'aggrave, que ça s'amplifie. Puis on ne sait pas les risques. En fait, il y a peu de risques finalement. On ne meurt pas d'un prolapsus. Mais c'est gênant, quoi. Puis même ça peut perturber la sexualité. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent plus avoir de rapport parce qu'elles ont un prolapsus. Alors que, en fait, non, c'est tout l'inverse. En fait, c'est trop bien d'avoir des rapports avec un prolapsus parce que ça le refoule, ça le remet en place et puis ça stimule le périnée. Donc, c'est que du plus. Maintenant, on a peur que l'autre s'en aperçoive, on a peur que plein de choses, alors qu'en réalité, l'autre... nous, déjà, avec nos doigts, les thérapeutes, ils ont du mal, des fois, à le diagnostiquer. Alors, quelqu'un qui s'y connaît pas, on est tranquille. Mais ça peut créer des blocages sur la sexualité, sur la vie professionnelle, sur la vie sportive, sur la vie de maman, sur plein de choses. Et c'est dommage. Et ça ne touche pas que les personnes âgées. C'est ça le truc, c'est il y a beaucoup de femmes qui, avec le diagnostic, disent je suis pas vieille, je suis pas... Mais oui, mais en fait, ça touche pas forcément que les personnes âgées. Et puis, petit aparté, on en a parlé aussi tout à l'heure, des femmes qui ont un prolapsus en postpartum, un peu immédiat, de se dire, ok, pas de panique, c'est un peu physiologique, c'est lié à l'accouchement, on peut se douter que ça vient tirer fortement sur les tissus. Oui, c'est ça. Tout a été détendu et tiré, donc les ligaments, ils sont complètement étirés, et donc voilà, il y a le temps
le temps et les hormones qui vont travailler pour resserrer un petit peu tout ça. Par contre, la période du postpartum est hyper délicate et c'est pour ça qu'il faut pas faire n'importe quoi dans les 3 mois postpartum quand on est dans une phase de cicatrisation et de retente des ligaments. Donc moi je me bats, alors ça va un peu mieux, mais dans la clinique près de chez moi, ils prescrivent systématiquement du tardiféron. Donc le tardiféron, c'est du fer, c'est un complément de fer, mais ça constipe énormément. Donc c'est vrai qu'en postpartum, on perd énormément de sang, donc on a une anémie, mais une anémie physiologique. En fait, pendant la grossesse, on a pris 1,5 litre de sang pour fonctionner. Et donc, le sang, on doit l'évacuer, et c'est ce qu'on appelle les louchis. Donc, on a vraiment beaucoup de perte de sang et une anémie relative qui va avec. Mais la question est, est-ce que c'est vraiment une problématique ? Dans quelle mesure c'est une problématique ? Dans ces cas-là, je pense qu'il faut faire une analyse et une analyse comparative de avant la grossesse pour être vraiment performant et de prescrire de manière systématique le tardiféron, déjà qui n'est pas le meilleur complément au fer qui soit, et en plus ça constipe, et d'être constipé pendant la phase du postpartum où le périnée est fragile, c'est un moment quand même qui est assez délicat, et c'est vraiment s'il y a un truc à faire en postpartum, c'est lutter contre la constipation. C'est vraiment c'est compliqué parce que on n'a plus envie qu'il y ait des choses qui passent dans un sens ou dans l'autre dans la zone, mais par contre la constipation c'est dramatique, donc voilà, essayer de favoriser quand même petites choses là, c'est déjà des premières. Ah oui, c'est hyper important. Donc, si on reste juste là-dessus, donc du coup, ça peut être normal d'avoir ces sensations-là en postpartum, pas d'inquiétude, mais par contre, au bout d'un moment, on doit après faire 3 mois, périnéale, abdominale. Après 3 mois, si ça persiste, il faut se poser des questions et aller plus loin. Ouais. C'est ça. Et surtout, de vraiment d'être un peu vigilante dans cette phase des 3 mois. Pourquoi pas être accompagnée, tant qu'à faire, voire même en amont. Je trouve que c'est assez intéressant en prépartum, donc pendant la grossesse, d'avoir ces notions de poussée, de ressenti, de qu'est-ce qu'une poussée, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça permet aussi de faciliter l'accouchement. Après, c'est des petites choses intéressantes. Et de faire ce mois d'or qui est presque un trimestre mais voilà, et pas s'inquiéter au début, mais quand même si on a des sensations, je dirais c'est quand même un signal d'alarme. Tout à fait. Si on a des sensations, c'est quand même que ça va. Normalement on ne sent pas, c'est nous thérapeutes à l'évaluation on va le sentir, c'est normal, ça bouge un peu, c'est normal, les trucs qui sont pas bien tenus, mais par contre s'il y a des symptômes, c'est quand même un signal d'alerte, et il faut commencer sa rééducation tout de suite, et il faut vraiment voir ce qui mène à ça pour essayer de profiter de ce temps aussi des 3 mois où on sait que ça se retend. C'est ça. Donc en fait, c'est un retour en arrière. Voilà, profiter de cette fenêtre. Exactement. Cette fenêtre qui est plus 3 mois, ça peut être un peu plus en fonction de l'allaitement, en fonction de plein de choses. Mais du coup, voilà, on a cette fenêtre qui est quand même assez importante. Et même si elles se sentent bien, d'y aller progressivement sur un peu toutes leurs activités du quotidien, parce que nous, forcément, on a beaucoup de nanas, oui, je suis en pleine forme, l'accouchement s'est super bien passé, et elles partent, ça paraît bête, mais sur 1 heure de marche avec la poussette, et en fait, le soir, elles arrivent, je commence à avoir des sensations désagréables, bas-ventre, j'ai des pesanteurs, etc. C'est pas ok. C'est pas ok. Vaut mieux faire 3 fois. Moi, c'est ce que je dis à mes patientes. Au lieu d'aller marcher 1 heure, faites 3 fois 20 minutes. C'est beaucoup plus pertinent. Moi, j'ai fait cette erreur avec ma grande. C'est-à-dire que moi, j'allais marcher 1 heure en portage. Ok. Donc ça veut dire que tu rajoutais le poids du bébé en plus sur le portage devant. Et j'étais persuadée de me faire du bien en fait. C'est ça le truc. Et en fait, je me suis créé ce. Mais c'est pour ça que c'est hyper important qu'on en parle maintenant, parce qu'en fait on a l'impression, elles ont l'impression d'avoir la capacité physique. En fait. C'est même de faire du portage. Alors on en parle un peu moins je trouve, mais moi il y a 7 ans c'était il fallait pour bébé, il fallait porter, tout ça. Okay. Et en fait non.
Vaut mieux faire à la poussette, c'est déjà, c'est beaucoup plus pertinent. Et puis, vaut mieux faire plutôt 3 fois 20 minutes qu'une fois 1 heure. Ouais, plusieurs fois dans la semaine, un petit peu, plutôt que une Même fois dans la de journée, trop. faire Ouais. 3 fois 20 minutes dans la journée, c'est très bien. Et puis en plus, on va avoir l'alerte plus rapidement. Voilà, C'est-à-dire que exactement. si on commence à dépasser les limites, on va le ressentir, on va se dire, Exactement. bon, bah, peut-être la 3e sortie, je vais pas le faire aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc il faut absolument s'écouter et pas juste écouter les besoins Ouais. du bébé aussi. Oui, et puis il faut réellement s'écouter, Ouais, s'écouter parce c'est qu'il y a une différence entre se sentir capable et ressentir des problématiques. Et parce que marcher, on s'en sent vite capable. Maintenant, sentir les pesanteurs, les lourdeurs, bah, c'est des signaux d'alerte. Ouais. Et qui peuvent être un petit peu plus tardifs en plus. C'est Oui. pas forcément pendant le moment où on Exactement. marche. Ça peut être le soir Ouais, ou le c'est lendemain ça. matin et de se dire pourquoi j'ai ces sensations-là. Voilà. Et là, directement, et de faire le lien. Il faut tout de suite agir. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de se mettre en proclive, donc de mettre les fesses en l'air, entre guillemets. Voilà, de décharger un petit peu, de faire des respirations, des petites contractions pour aider et essayer de récupérer un maximum dès qu'on a les symptômes comme ça. Et puis, le lendemain, faire un peu moins, quoi. Donc, si on en revient à notre boîte à outils de traitement, nous, on voulait aussi avoir ton point de vue sur l'activité physique par rapport au prolapsus. Par rapport à des tabous qu'on peut avoir, justement, on a commencé On a parlé un peu de port de charge. Est-ce qu'il y a des choses que tu... Voilà, interdites, ou que tu vas conseiller plutôt, que tu vas mettre en place? Ok, alors moi, j'ai vraiment pas pour vocation d'interdire et c'est pas du tout mon objectif, mais il y a quand même, je pense que le gros Vassalva en ceinture de force avec des charges irraisonnables, ça, voilà, si on a un prolapsus, bah clairement, ça va pas être bon. Après, c'est toujours... Sachant que, petit aparté, cet exemple, quoi qu'il arrive, même pour une personne qui est saine, n'est pas idéal. Non, voilà, c'est clairement, voilà, ça pousse c'est... sur le périnée. Voilà, c'est pas pareil, une postpartum qui va aller faire du trampoline, c'est pas une bonne idée. Voilà, voilà. Donc ça, effectivement, je vais peut-être interdire, en tout cas, déconseiller fortement. Voilà. Sinon, tout le reste, à partir du moment où le corps est adapté, il n'y a pas de souci. Là, encore une fois, il faut permettre l'adaptation. Donc, il faut y aller progressivement. La course à pied qui fait souvent débat n'est absolument pas interdit. Après, bon voilà, si j'ai une postpartum à 3 mois qui a une statique pelvienne, donc un petit prolapsus, je vais plutôt, donc je vais donner un programme de réadaptation progressive en fractionné, avec plusieurs sorties dans la semaine en fonction de ses capacités, etc. Donc individualiser cette reprise et pourquoi pas lui proposer effectivement de mettre un PCR pour la reprise de la course, pour sécuriser un petit peu le truc, parce qu'elle a besoin de reprendre le sport, parce qu'elle en a besoin psychologiquement, elle en a besoin... Voilà, des fois, c'est aussi pour avoir une perte de poids parce que la surcharge peut gêner, parce qu'elle a besoin de se vider la tête, parce qu'elle a besoin de son adrénaline, en fait, tout simplement. Et ça, chez les runneuses, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, ok, on sécurise avec un PCR et go, on y va progressivement, etc. En fait, c'est pas d'interdire, c'est d'accompagner, en fait. Pareil, le port de charge, je veux dire, elles portent leur cosy avec leur bébé. C'est une aberration, ce truc-là. 15-20 kilos. Voilà. Donc, une petite kettlebell de 10, voire 16 kilos. Des fois, les mamans, elles font des gros yeux. Elles font, non, mais je vais jamais porter ça. Alors, le cosy plus le bébé, ça fait combien? Oui, ça fait 15-16 kilos. Tu le portes combien de fois par jour? Beaucoup. Ok, donc 8 répétitions en squat, ça devrait aller. Surtout que ce qui est aussi hyper intéressant, là pour le coup, il n'y a pas encore beaucoup de preuves scientifiques là-dessus, mais nous on l'utilise beaucoup en rééducation, même sur des prolapsus. Tu disais tout à l'heure, le PCR, il repose aussi sur le périnée, et du coup ça vient créer des adaptations sur le périnée. Et en fait, nous aussi, on part du point de vue que une charge bien dosée, bien réfléchie en fonction du bilan, va permettre aussi au tissu et du coup tout l'ensemble de renforcer progressivement, de créer des adaptations aussi. Exactement. Donc il faut en fait l'activité physique est plutôt protecteur. Maintenant, c'est toujours avec une gestion des pressions adaptée, c'est toujours dans le progressif. Je donne souvent comme exemple que pour l'os, sa capacité d'adaptation, c'est d'aller jusqu'à la fracture.
Le périnée, c'est par exemple d'aller jusqu'à la fuite. Ouais. On ne veut pas aller jusqu'à la rupture, en fait. Donc il faut s'arrêter avant la rupture. Et puis d'y aller charger progressivement pour que ça fonctionne. Et on sait que sur l'os, la charge progressive est hyper efficace. Ouais. On le voit, les astronautes, par exemple, qui partent dans l'espace, ils ont une ostéoporose. En fait, ils déminéralisent leurs os parce qu'ils n'ont pas de contraintes, il n'y a pas de pesanteur, donc il n'y a pas de contraintes. Et donc, quand ils reviennent sur Terre, ils ont tout un programme de renforcement musculaire avec contraintes pour refaire de l'os. Ça se voit aussi chez la patiente ménopausée, qui, avec la carence en oestrogène, perd en qualité osseuse, et donc de faire du renforcement musculaire avec charge est plus que pertinent. Oui, totalement. Et même des impacts. Ouais. Les impacts, exactement. Mais qu'en est-il des prolapsus des astronautes femmes qui reviennent sur Terre alors? Écoute, je On ne posera posera la pas question. Je ne sais pas. Bon, on posera Après, la elles ont question peu de si jamais. contraintes quand même, donc je pense que c'est quand même la pesanteur qui est délétère pour le coup pour nous. On était mieux à quatre pattes. Et d'ailleurs, notre tissu conjonctif du périnée est différent des animaux quadrupèdes. Oui, On a beaucoup plus de fibres type 1, donc posturales, endurantes que les quadrupèdes. Ouais. Voilà, donc c'est une évolution. Pour notre périnée, on était mieux à quatre pattes. Je pense que du coup, ça doit être différent pour la sangle abdominale. Ouais. Mais ça, j'ai pas étudié. Bon, on continue d'évoluer en fonction de nos postures du quotidien. Ok, je pense qu'on a fait un tour hyper intéressant. On pourrait rester des heures, je pense. Oui, je pense. Parler du prolapsus et de sa rééducation. Il y a des questions qu'on aime bien poser avant de terminer le podcast. On voulait savoir, parce que souvent les kinés, on a plein d'anecdotes à raconter. Et du coup, on voulait savoir, est-ce que tu as une anecdote marquante ou que tu veux partager, soit de toi, soit de tes patientes, une expérience au sujet du prolapsus, parce qu'on en a parlé aujourd'hui. Ouais. Alors, j'en ai plein, sans parler vraiment de toutes les patientes qui arrivent en pleurs dans mon cabinet parce qu'on leur a diagnostiqué un prolapsus. Donc c'est vraiment une nouvelle qui est très dure à encaisser. Donc ça, je pourrais vous en dire plein. Mais moi, il y a une anecdote qui m'a bien marquée sur le PCR. C'était une patiente relativement âgée pour le coup, mais dont le gynéco lui avait prescrit un PCR taille 7. Alors pour la petite histoire, un PCR cube taille 7, c'est un remix cube. Ok, voilà, donc c'est très important. Voilà. À savoir que ce type de modèle est hyper intéressant. Alors moi, je l'utilise beaucoup chez mes reneuses, mais pas du tout chez mes patientes âgées, parce que la problématique de ce modèle-là, c'est qu'il faut l'enlever quotidiennement. C'est pas un PCR à demeure. En fait, donc cette patiente a eu un PCR pour éviter l'opération. Donc, le PCR a super bien maintenu, ça lui a changé la vie, elle était super contente, sauf que du coup, ça s'est infecté. Et que la patiente a dû se faire opérer pour l'enlever. Donc tout ça pour en venir que en fait la mise en place d'un PCR, ça se fait pas n'importe comment, que ça doit être bien encadré et que il y a des règles à respecter. Il faut les respecter. Voilà. Et vraiment s'orienter vers des thérapeutes qui ont l'habitude de prescrire, au moins qui sont formés pour le faire, quoi. Ouais. Très important. Ou à minimum lire la notice de PCR. Voilà. Ok. Petite histoire. Impressionnant. C'est un peu marquant, mais voilà, c'est juste pour dire. Mais c'est une très bonne solution et ça marche très bien. Mais c'est surtout que c'est bien de parler de ces anecdotes-là parce qu'au moins, il y en a qui doivent avoir aussi d'autres histoires comme ça et ça nous permet de nous sentir aussi moins seuls et de se dire ok, je vais peut-être retourner voir un autre professionnel de santé. Faut pas hésiter on est libre de choisir notre professionnel de santé. Alors, c'est une fausse liberté parce qu'aujourd'hui, il y a un manque de professionnels et un manque de professionnels qualifiés. Donc, c'est facile à dire, plus difficile à mettre en place. Mais effectivement, si le thérapeute ne répond pas à nos attentes, il faut changer, il faut chercher. Je trouve que là, les réseaux sont quand même pas mal développés, on en parle plus et on peut trouver des professionnels qualifiés, passionnés, passionnants et efficaces. Totalement. Il y en a, vraiment. Ok, et si on devait conclure par une question, est-ce qu'il y a un autre sujet tabou
on en a parlé un tout petit peu aujourd'hui, parce que quand on a préparé l'épisode, mais quel est le sujet tabou dont tu voudrais qu'on parle une prochaine fois sur le podcast? Alors, c'est pas un sujet tabou en soi, c'est un sujet méconnu et sous-évalué et sous-traité. C'est l'avulsion du releveur. En fait, c'est un arrachement du muscle du plancher pelvien au niveau de l'os de devant, de la symphyse pubienne. Et en fait, cette avulsion est très fréquente durant un accouchement, surtout un accouchement avec forceps, c'est 70%. Et la problématique de ça, c'est que ça perturbe en fait la mécanique du plancher pelvien, et donc il y a plus de risques d'incontinence urinaire, anale et de prolapsus. Et en fait, je comprends pas aujourd'hui pourquoi ça n'est pas évalué, et surtout pourquoi ça n'est pas traité. Vu qu'on sait que ça augmente fortement les risques de problèmes de périnée, quels qu'ils soient finalement. Et en fait, pourquoi on ne prend pas en charge? Pourquoi on ne traite pas je veux dire, des réinsertions musculaires, on sait très bien faire au niveau du triceps sural. Là, on propose pas du tout ça. Et ben, ça existe. Moi, j'ai déjà eu des patientes qui ont eu une reprise, mais à 10 ans de temps. Donc, on peut dire qu'au schéma moteur, etc., l'opération a été peu efficace. Mais du coup, donc, techniquement, je pense qu'on sait le faire. C'est peut-être une opération très technique, trop technique, je sais pas. En fait, je serais d'avis à en discuter avec un chirurgien pour savoir un petit peu plus là-dessus. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet. Et voilà, et nous, en kiné, on est un peu démunis par rapport à ça, parce que en fait, c'est une lésion tissulaire. Donc, mais il n'y a pas de retour en arrière réellement possible. Pas une opération. Mais on peut améliorer les autres. On va compenser. Voilà, on va faire de la compensation. Mais du coup, je trouve que c'est, même pour nous, thérapeutes, important de pouvoir le diagnostiquer, ce qui n'est pas très compliqué en soi. Et pour savoir qu'en fait, on est dans de la compensation, mais pas dans du traitement classique, quoi. Oui, totalement. Ok, vaste sujet qu'on ira approfondir. Ouais, c'est technique. Ok, chouette. Où on peut te retrouver, Julie? Alors, on peut me retrouver chez mon cabinet. Attention, Elle est full. Non, si, pour des bilans santé, des consultations en ligne, tout ça, c'est faisable. Pas vraiment en rééducation, mais au moins pour avis. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai pour les essais PCR aussi, j'ai de la place parce que c'est one shot. Donc, c'est pas un suivi. Donc, j'ai beaucoup plus de romans là-dessus. Je suis sur les réseaux, donc Instagram, de julie.cante.périnée. Ça, on va le mettre en description. Alors, je m'adresse beaucoup plus à des professionnels de santé, bien sûr, là-dessus. J'ai mon livre qui traîne, j'ai la version espagnole, mais j'ai écrit un bouquin avec mon amie et collègue Alexia sur la santé féminine, ça s'appelle le guide de santé des femmes, où en fait on retrouve vraiment toutes les habitudes mictionnelles, digestives, on parle vraiment de tout, la sangle abdominale, etc. C'est très vulgarisé, c'est pour le grand public. Donc je pense que c'est vraiment intéressant. C'est des choses qu'on devrait toutes connaître en fait. C'est des basiques. Voilà, et c'est des choses qu'on passe trop à côté. Donc voilà, il y a ce bouquin. Et puis après, pour les professionnels qui souhaitent aller plus loin et se former un petit peu plus dans tout ça, j'ai des formations. On trouve tout sur mon compte Instagram. Donc des grands organismes en pelvipérinéo ou des plus petits. Et même des e-learning dont sur des e-learning, exactement. Si ça vous intéresse. Si pour les kinés qui passent par là, vous pourrez aller creuser les capsules qu'on a faites nous aussi et qui sont vraiment très intéressantes. Donc, merci beaucoup, Julie. Merci, les filles. C'était très chouette. Et puis, on espère que cet épisode vous a plu et on vous retrouve à un prochain épisode.